l'interface humain-IA. Donc, clairement, l'IA, c'est une machine. Donc, comment on arrive à lui parler? En gros, c'est ça. Donc, vous savez, on a tous en tête le film Her, où on voyait ce pauvre homme amoureux d'une femme virtuelle et comment ça pouvait le transformer complètement. Donc, je ne vais peut-être pas aller jusque-là quand même avec le panel, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment encore le sujet actuel, mais au moins, on va en parler un peu de philosophie, d'éthique et de conversation. D'accord? Les trois vont ensemble. Conversation évidemment avec des machines et pas seulement avec des humains. Et donc on va commencer par Bernard Georges. Vous avez un petit... Si vous avez des slides, oui, donc vous avez un petit... qui effectivement qui est directeur de la prospective stratégique à la Société Générale et qui effectivement travaille sur ces sujets depuis au moins 5 ans sur la conscience et la philosophie. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis merci beaucoup de votre invitation. Alors, pour peut-être aborder les choses de façon un tout petit peu différente, mais en même temps ça fait écho à beaucoup de choses déjà évoquées ce matin, je crois qu'il est effectivement important de pouvoir répondre aux attentes, soit des étudiants ou des collaborateurs en entreprise, et de manière générale des citoyens, en essayant d'éclairer cette expression intelligence artificielle qui est devenue une sorte d'expression valise, en essayant de revenir tout simplement au sens des mots, notamment donnés par le dictionnaire et la philosophie. Alors, je vous propose de faire rapidement cet exercice, évidemment, en 10 minutes, on n'ira pas dans tous les détails. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer d'expliciter et d'articuler les différents niveaux cognitifs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire les notions de données, d'informations, de connaissances, d'intelligence et de conscience, en les situant sur ce que j'ai appelé une pyramide cognitive, c'est-à-dire une représentation structurée par ordre de complexité croissant. Et je vais maintenant rapidement vous commenter cette pyramide et je vous donnerai quelques réflexions d'ordre éthique associées à chacun de ces niveaux tout à fait à la fin. Alors commençons évidemment par le plus simple, c'est-à-dire la base de la pyramide, c'est la donnée. La donnée, c'est quoi? C'est une représentation conventionnelle de quelque chose à base de signes. Pour le dire très très simplement, c'était dit ce matin, une donnée en informatique, c'est simplement une succession de 0 et de 1. Si on monte d'un niveau sur la pyramide cognitive, on arrive à la notion d'information. Alors là, c'est pareil, je ne vous apprends rien. Une information, c'est une donnée signifiante. Ça veut dire qu'on attache une sémantique à la donnée. Donc quelque chose, une métadonnée, nous dira par exemple que 3,1459 est la valeur approximative du nombre pi. Alors fondamentalement, l'information fournit la capacité à modéliser et à prévoir. Bon, nous sommes ici très classiquement dans l'univers de ce qu'on appelle les systèmes d'information, c'est-à-dire en anglais le machine processing, qui existe depuis donc les débuts de l'informatique, qu'il s'agisse de systèmes de météorologie, de systèmes de gestion dans l'univers des services, ou encore de systèmes de contrôle et de commande dans l'industrie. Alors montons encore d'un niveau sur la pyramide, on arrive à cette notion de connaissance. Alors, c'est un mot avec plusieurs sens, et donc on va parler d'une connaissance de premier niveau par opposition à une connaissance de deuxième niveau que je n'évoquerai pas là, qui est plutôt l'idée de sublimation des savoirs, comme l'exprime par exemple Edgar Morin, qui est tout à fait lié au dernier niveau de la pyramide. Mais la connaissance de premier niveau dont on parle, dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est quoi? C'est l'idée que avoir appris quelque chose, avoir connaissance de quelque chose, c'est avoir mémorisé une corrélation d'informations. Quelle que soit la nature de cette corrélation, qu'il y ait ou non rapport de causalité. Donc fondamentalement, la connaissance fournit par extrapolation du passé et du présent la capacité à prédire. Donc nous sommes cette fois non plus dans l'univers des systèmes d'information, mais dans l'univers des systèmes d'apprentissage, ce qu'on appelle donc en anglais le machine learning, et c'est composé principalement du big data, donc les bases de données géantes, pour le dire en français, et de fonctions mathématiques qui permettent notamment de faire émerger
les corrélations statistiques entre les données, en anglais ce qu'on appelle les analytics. Si on monte encore d'un niveau sur la pyramide cognitive, on parvient à la notion d'intelligence. Alors je pense que chacun d'entre nous perçoit de manière tout au moins intuitive une différence importante entre la connaissance et l'intelligence. Par exemple, un parent ou un professeur qui s'adresse à un enfant, s'il souhaite tester le niveau de ses connaissances, lui dira simplement « trouve la bonne réponse ». En revanche, si ce parent ou ce professeur cherche à stimuler l'intelligence de l'enfant, il lui dira probablement « pose-toi les bonnes questions ». C'est ça l'intelligence. C'est la capacité à prospecter et à abstraire. C'est la capacité à se poser les bonnes questions, et là il faut terminer la phrase, bonne, du point de vue de quelqu'un, de quelque chose, par rapport à ses propres intérêts dans son propre système de valeurs. Et je viens au passage de vous rappeler la définition de l'empathie cognitive, prospective, c'est-à-dire la dimension relationnelle de l'intelligence. Fondamentalement, l'intelligence fournit la capacité non pas à apprendre, mais à comprendre, donc à s'adapter. Nous sommes ici dans l'univers, donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dite faible, ce qu'on appelle en anglais le machine reasoning, qui combine notamment des algorithmes exploratoires avec des capacités d'apprentissage profond, ce qu'on appelle notamment le deep learning. Alors si on monte encore d'un niveau, sur le dernier niveau de cette pyramide, même si on n'y est pas aujourd'hui dans la pratique, et on peut peut-être aussi s'en rassurer, mais essayons quand même d'illustrer ce dernier niveau, on est donc sur la conscience, qu'il faut éclairer de manière quasiment philosophique, évidemment. La conscience est associée à la capacité de penser, c'est-à-dire la faculté de ressentir, qui ouvre elle-même la voie à la capacité de subjectiver. Le ressentir, c'est quoi? C'est ressentir au travers des interactions développées avec les autres. C'est ressentir au travers des émotions développées dans ces interactions. Émotions intériorisées, stabilisées sous forme de sentiments et par-dessus lesquelles se construit un système de pensée. La conscience est donc aussi la faculté de subjectiver, de faire sujet, comme on dit en psychologie ou en philosophie. C'est donc ce double mouvement de différenciation, d'individuation, qui consiste pour une entité donnée, d'une part, à se constituer comme étant distincte des autres entités présentes dans son environnement, je ne suis pas un autre, et d'autre part, à se constituer à la fois comme sujet et comme objet, sujet qui se dédouble et se regarde. Si vous vous souvenez de cette fameuse phrase d'Arthur Rimbaud, « je est un autre ». Et donc, la conscience est associée à une capacité d'autoproduction, on s'autoproduit soi-même, et donc ça implique une capacité réflexive, en l'occurrence une intelligence de soi. D'ailleurs, l'expression intelligence de soi est sans doute la manière la plus ramassée, la plus condensée de définir l'idée de conscience. Et toute entité consciente, évidemment, qu'elle soit biologique ou artificielle, a cette capacité, dans un même temps et sur deux plans parallèles, à la fois d'agir et de s'observer elle-même en train d'agir. Donc ici, nous sommes dans l'univers de l'intelligence artificielle dite forte, ou encore intelligence artificielle générale, ou encore ce qu'on appelle donc la conscience artificielle, ou machine pensante, ce qu'on résume en anglais par l'expression simplement machine thinking. Alors pour terminer, une fois qu'on a posé ces différents éléments, essayons simplement de poser très vite les grandes questions d'ordre éthique qu'on peut associer aux trois derniers niveaux de cette pyramide cognitive. Alors pour ce qui concerne le niveau de la connaissance artificielle, vous l'avez tous en tête, la grande question c'est comment ne pas enfermer l'individu dans des catégories normatives produites automatiquement par les algorithmes prédictifs nourris de big data. Bon, je le résume d'une phrase, après on pourrait évidemment développer. Pour le niveau de l'intelligence artificielle, la question sera plutôt comment mettre en place des mécanismes de supervision, des algorithmes non pas prédictifs mais prospectifs,
afin de limiter leur pouvoir exploratoire à des domaines respectueux de la vie privée et à des formes de questionnement qui soient, je dirais, socialement acceptables. Enfin, pour le dernier niveau, celui de la conscience artificielle, la grande question sera, alors je la mets au futur, dans 20 ou 30 ans, je ne sais pas vous dire exactement l'échéance, mais en tout cas je pense qu'il est très important par anticipation de se questionner dès à présent. La grande question sera comment faire pour que nous les humains, qui seront observés et imités par des consciences artificielles, exactement comme des enfants observent et imitent leur environnement, comment faire pour que nous les humains fassions preuve d'exemplarité dans nos comportements et dans l'exercice des valeurs qui caractérisent notre humanité, telles que l'altruisme ou la compassion, de façon à induire une sorte de cercle vertueux et pour faire en sorte que les machines devenues conscientes ne deviennent pas une source de danger pour l'homme. Beau sujet. Réflexion pour la suite du panel. Alors, Thomas Soignac, fondateur de Golem.ai. D'abord, il faudrait que vous expliquiez pourquoi Golem d'ailleurs, parce que tout le monde connaît l'histoire du Golem, mais ça fait peur le Golem. Donc, pourquoi Golem et que faites-vous effectivement par rapport à cette notion d'interaction et de conversation? Merci, j'en profite pour me lever. D'abord, une toute petite introduction. Donc, je m'appelle Thomas Soignac, je fais de l'IA depuis 6-7 ans à peu près. C'est un peu mon grand sujet dans la vie. J'aime en particulier le fait que ça mélange les sciences humaines et les sciences plus autour de l'ingénierie. D'abord, puisqu'il y a eu de très bonnes introductions aujourd'hui, ça me permet d'aller droit au but. Quelque chose qui est très largement sous-estimé aujourd'hui, dont on parle peu, et peut-être pas assez encore aujourd'hui, qui a été rapidement évoqué, c'est ce qu'on appelle l'IA symbolique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire aux machines d'avoir de l'intelligence en nous ressemblant, on peut aussi leur dire quoi faire de manière un peu plus précise. Ce qui est une autre approche, peut-être moins dangereuse parfois. C'est-à-dire qu'on, plutôt que d'essayer de reproduire des choses qu'on sait biaisées, qui sont pas bonnes, on va leur donner un bon cheminement. Tout comme une calculatrice, on lui dit comment compter, plutôt que d'essayer de répéter nos erreurs quand on calcule à la main. Voilà, une petite analogie sur un autre biais. Je vais vous présenter Golem.ai, qui est mon activité principale depuis plusieurs années. Ça rebondit très largement sur ces sujets-là. Golem.ai, donc Golem, qu'est-ce que c'est le Golem? Donc c'est une créature mythologique de la culture hébraïque. Donc c'est un être de glaise sur lequel on écrit le mot vérité en hébreu, il s'anime, donc il se met à bouger. Donc c'est littéralement un robot, puisqu'il va faire les tâches ingrates. Et ensuite on enlève le E de vérité, ça va faire le mot mort et il s'éteint. Voilà, donc c'est peut-être une des premières analogies de l'intelligence artificielle, puisque d'ailleurs on peut lui parler pour lui demander des choses. Et ce qui est vachement intéressant, puisque j'ai l'occasion d'en parler, c'est que dans toute l'histoire du golem, de temps en temps il a une image très positive, il guide les peuples, il les aide. De temps en temps il a une image négative, c'est-à-dire qu'on a peur de perdre le contrôle, on ne sait pas si c'est quelque chose qui est une hérésie, etc. Donc c'est profondément un questionnement moderne. Je vous parle un petit peu de Golem.ai. Moi je travaille sur la question du langage. Et aujourd'hui on est dans un moment particulier de la transformation digitale qui fait place avant tout à l'IA. Et dans l'IA, il y a plusieurs conquêtes. La logique, l'image, la voix. Et aujourd'hui on arrive sur une particulière qui est le langage. C'est-à-dire en fait donner du sens aux mots, donner du sens au texte, en faire quelque chose. Effectivement, le langage humain et le langage machine sont de nature très différentes. Je pense que vous le ressentez largement. On a d'un côté quelque chose qui est foisonnant et ambivalent, et de l'autre côté, on a quelque chose qui est surstructuré, très mathématique et presque un peu bébête. Donc faire le lien entre les deux, c'est difficile, et c'est pour ça qu'on a ce domaine, parmi d'autres en IA, qui s'appelle le Natural Language Understanding, qui sert un petit peu à faire une barrière pour franchir un petit peu cette différence cognitive et permettre aux deux un petit peu de communiquer, en fait faire une traduction de l'homme vers la machine. Donc le NLU. Et ça c'est mon cœur d'activité, le NLU. Le NLU spécifiquement, c'est être capable de ramener du langage humain vers des objets de la vie quotidienne. C'est-à-dire quand quelqu'un parle de quelque chose dans un texte, en discutant avec un robot, avec Siri, etc., de quoi il parle? Est-ce qu'il parle de cette lumière-là, celle du salon, cette bouteille plutôt qu'une autre, etc. Être capable de repérer les éléments.
Donc ça permet de faire pas mal de choses différentes. De manière générale, ça permet d'interagir avec des logiciels par le langage. Donc ça permet par exemple d'analyser des textes, mais aussi de donner des ordres par la voix ou par le dialogue, des choses comme ça. Siri, c'est peut-être l'exemple le plus connu, mais ça va beaucoup plus loin, je vais vous montrer un petit peu. Alors aujourd'hui, quand on veut analyser le langage humain, il y a deux grandes approches qu'on retrouve le plus, qui sont le machine learning et l'analyse grammaticale. Donc on revient un petit peu sur ces questions de connexionnisme et symbolisme. Alors le machine learning a beaucoup d'avantages. Il faut savoir que le machine learning, on obtient de bons résultats très rapidement, et en plus c'est multilingue. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages là-dessus. Le problème, c'est que c'est très coûteux, il faut beaucoup d'exemples pour que ça marche bien. Et il y a un effet boîte noire qui est peu critiquable, c'est-à-dire qu'une fois que ça marche, on ne sait pas trop exactement pourquoi. Le machine learning, c'est pas quelque chose de très modulaire ou de très observable, c'est-à-dire que quand ça marche pas, c'est difficile de dire quel neurone a planté dans un réseau de neurones artificiels, c'est difficile de rajouter des briques ou d'en enlever, il faut un peu tout refaire à chaque fois. Donc ça, c'est quelques défauts, peut-être qu'on les résoudra dans quelques années ou plus tard, mais ça, c'est ses défauts et ses qualités. On a aussi, plus classiquement, l'analyse grammaticale, qui est peut-être le côté un peu plus académique, qui a d'autres défauts, en particulier le fait que s'il manque les ressources linguistiques pour une langue, on ne peut pas avancer dessus. Par contre, c'est plus fiable puisque la langue est déjà dedans. Aujourd'hui, il faut savoir que l'IA, elle se confronte à beaucoup de sujets. La confiance, c'est être capable d'avoir une transparence sur les traitements et les données. Tout ce qui est fiabilité, avoir des résultats où ça marche souvent. Tout ce qui est multilinguisme, va tout simplement pouvoir monter en échelle un projet d'IA qui est mis en place. Et tout ce qui est agilité, qui est en fait la capacité de l'IA à évoluer avec les métiers. Ça, c'est un truc qu'on oublie très largement. C'est-à-dire qu'un projet d'IA, ça ne peut pas être juste un espèce d'énorme monolithe. On doit évoluer avec l'entreprise et les métiers. Donc Golem.is a été conçu pour répondre à ces problématiques-là. Donc on existe depuis 2 ans, mais il y a eu 4 ans de R&D avant. On a commencé à commercialiser cette année. Et on a une approche qui est très spécifique, qui est basée sur ce qu'on appelle de la linguistique universelle. C'est-à-dire en fait de la linguistique qui fonctionne dans toutes les langues. Donc qui est basée sur Chomsky, un mec formidable, ultra intelligent et vivant. Ce qui est intéressant, on peut le croiser au MIT de temps en temps. Et en fait cette approche-là, elle a plein d'avantages. C'est-à-dire que tout à la fois, ça ne demande pas d'entraînement, mais c'est aussi très simple. C'est-à-dire que c'est une approche qui est basée donc sur des éléments qui sont communs à toutes les langues. Et c'est accessible en SaaS, ça veut dire que c'est pas seulement nous qui le mettons en place dans les entreprises, il y a aussi les développeurs qui peuvent y accéder, s'en servir et mettre en place eux-mêmes les solutions dans des environnements logiciels. Donc cet ensemble de qualités-là, il est unique aujourd'hui dans le domaine du NLU, et ça va se surajouter avec d'autres particularités, puisque on a un algorithme qui ne dépend d'aucun GAFA, qui est 100% propriétaire, sans boîte noire, et qui peut s'embarquer. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on fournit une solution à une entreprise, on peut leur dire, voilà, ça c'est mon IA, vous la mettez chez vous, rien ne sort. Pas de besoin de connexion Internet, 100% du code est auditable. Donc ça, c'est une valeur assez importante, qui vaut notamment le fait qu'on travaille beaucoup avec le secteur de l'assurance et des banques, tout simplement parce que tout ce qui est relatif à la sécurité est absolument fondamental. Un tout petit exemple de qu'est-ce que ça donne en 2 mots quand on utilise cette approche. J'ai fait un exemple de benchmark avec Dialogflow, qui est peut-être une des principales solutions sur le marché en termes de NLU, qui est une approche machine learning. On arrive à 90% en 2 semaines, là où sur une approche classique avec de la donnée, on obtient 70% en 2 mois. Donc on est sur des rapports de fiabilité qui n'ont rien à voir, surtout au prorata du temps. Pour rebondir sur des choses qu'on a dit aujourd'hui, du côté du machine learning, on est plutôt sur de la donnée. Du côté de la linguistique universelle, on est plutôt sur de la connaissance, ou tout du moins sur des informations, à minima. Alors aujourd'hui, on met en place 3 types de solutions chez nos clients. Tout ce qui est assistant conversationnel professionnel, ça veut dire que vous avez des bases de données, on va pouvoir dialoguer avec. Tout ce qui est automatisation de la relation client, les mails, assister les opérateurs, router automatiquement les mails, lui répondre, etc. Et 3e point, tout ce qui est validation de documents. Donc être capable de vérifier qu'un document remplit des normes, extraire des informations, est-ce qu'il y a bien dans un projet de création d'immeuble 1,8 mm sous les portes, oui, non, page 67, attention. Donc tous ces aspects-là peuvent être validés par une machine. Comment ça se passe? On décrit un contexte à Golem, c'est-à-dire qu'on lui décrit le métier comme une fiche de poste, et à partir de là, il est capable de traiter SMS, téléphone, email, chat, texte, d'en sortir de l'information structurée, et ensuite d'interagir avec vos bases de données. Voilà, ça c'est le processus élémentaire, et effectivement la première étape est assez rapide. Donc de manière plus générale, ça gère tout ce qui est acte basique et répétitif dans le métier.
Et je vais vous donner un exemple qui est l'assistant conversationnel dans le secteur des banques et assurances. Donc il faut imaginer, je vais vous montrer une petite vidéo assez courte d'1 minute. Il faut imaginer que dans une banque, les asset managers ont beaucoup de bases de données, beaucoup, genre une dizaine, une douzaine, et c'est tellement difficile d'y accéder que souvent ils ne le font pas. Et on a proposé un assistant conversationnel qui j'utilise maintenant régulièrement pour accéder à ces données-là. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo qui a dû être transmise? Mais elle est où? Ah, Elle est dans le slide. Elle est dans les slides. Peut-être suivant. c'est le lien. Ouais, c'est possible que ce soit cette slide-là. Ouais, c'est ça. Je ne la lis pas en cas où. Oui, il y avait les dossiers à part dans le téléchargement. On ne sait jamais ce qui se passe avec un PowerPoint. Hi there! Oh, c'est fort. Hello, how can I help you today? Tell me, how many female customers do we have in France? The total number of women clients in France is 8,572,000. What is the cost-income ratio for Turkey? The cost-income ratio for Turkey is 0.62. Can you show me my top 10 clients between 20 and 30 years old, sorted by their annual revenue? Here's your top 10 clients. What is the total number of management contracts signed by married customers? The total number of management contracts with married clients is 27,600. And what are the most common professions of my clients? Here's the graph. Okay, thank you! Have a nice day. Qu'est-ce que je voudrais que vous reteniez sur ce point-là? Tout simplement, ici il y a 4200 typologies de questions différentes. Ça veut dire que pour du machine learning, il aurait fallu 420 000 exemples pour que ça commence à marcher. Donc c'est-à-dire qu'on considère à peu près 100 exemples par typologie de questions. Avec Golem.ai, ça a été possible de le créer en 2 mois, parce que chez nous, ça se factorise et en fait, on a été en capacité de résumer 4200 types de questions en 45 types d'interactions. Voilà. Ça, c'est aussi notre promesse, c'est cette capacité à assimiler de très grandes quantités de possibilités rapidement. Alors, on a parlé du golem, alors je vais accélérer un petit peu sur la suite et jumper vers la conclusion. Hop. Voilà, donc Golem, en fait, ça s'inscrit quand on le met en place chez un client dans un écosystème large, c'est-à-dire qu'on reçoit des mails, du courrier, des SMS, ça marche par la voix, que ce soit synthèse vocale ou reconnaissance vocale, et in fine, ça permet d'interagir avec des opérateurs de toute nature et de différents métiers. Et souvent, quand on met en place un projet, on commence par le français, par l'anglais, et ensuite on s'étend assez rapidement. Ce projet-là que je viens de vous montrer, il marche en anglais et en turc. Pour le moment, on a 8 langues qui marchent publiquement, mais on a accès à d'autres langues qui sont en train d'être mises en place. En ce moment, on travaille sur le japonais, par exemple. Voilà. Et c'est une technologie qui est aussi accessible pour les développeurs, ce qui est quelque chose de très important pour nous, parce que ça permet aux entreprises de tester la solution sans notre intervention, nécessairement, de voir un petit peu comment ça fonctionne, la tester, la vérifier, et voir ce qu'on peut en faire. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter avec plaisir pour échanger là-dessus, parce que je filerai un petit peu rapidement tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, c'est EDF, qui eux aussi ont de la conversation, avec des chatbots. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins ce que c'est qu'un chatbot. Alors on va voir Anne Dognon qui est dans la R&D de EDF, tandis que Idriss est plutôt dans la partie IT d'EDF, mais les deux travaillent sur le même sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot et à quoi est-ce que ça vous sert? Alors, bonjour à tous, Idriss El Asri, expert IA à la DSIT d'EDF, la direction des services IT. Je travaille dans le pôle intelligence artificielle et dans ce pôle, nous accompagnons les métiers pour mettre en place des projets d'intelligence artificielle dans différents domaines. Traitement d'image, traitement de langage naturel, traitement du signal et des chatbots. Je vous présente tout à l'heure l'offre de services qu'on propose des chatbots. Bonjour, Anne Dournion, donc ingénieur-chercheur à la R&D d'EDF. Donc on intervient, nous, en appui des autres directions d'EDF. Et moi, je suis spécialiste en intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle à 60 ans, j'en fais pas depuis 60 ans, j'en fais depuis 30 ans.
Et j'ai connu la deuxième glaciation d'IA, parce qu'il y a eu une première glaciation avant que je commence à travailler. Voilà, et je suis également donc expert à l'ISO pour la qualité des données industrielles. Alors, on va vous présenter notre offre de service de chatbot, notre pôle intelligence artificielle. Nous avons mis en place une offre de service chatbot. L'objectif, c'est de recueillir le besoin des métiers et pouvoir mettre en place un chatbot en 6 mois. 3 mois de développement du chatbot et alimentation et 3 mois d'expérimentation, puis passage en mise en production. Je vais me mettre tout le monde. Alors notre pôle a commencé, notre premier chatbot était en avril 2017 et aujourd'hui on compte à peu près 14 chatbots et d'autres qui sont en phase de cadrage. Et selon les besoins des métiers EDF, nous avons détecté 3 catégories de chatbots. La première, c'est les assistants, c'est ce qui permet de décharger par exemple les RH sur les questions récurrentes et le support client aussi. Deuxième catégorie, c'est les chatbots experts. C'est des chatbots qui accompagnent les salariés EDF pour des procédures. Par exemple, on a développé une solution IA. Comment on a besoin d'un serveur, on va demander au chatbot comment on peut demander une machine virtuelle. Le chatbot, il va nous proposer une procédure et on va suivre les étapes pour faire la demande de la machine virtuelle. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les chatbots sages. Alors, selon les besoins remontés des métiers, on a remarqué qu'il y a des besoins comme par exemple le départ des chercheurs seniors en inactivité. Il y a aussi des technologies qui ne sont plus enseignées aux jeunes ingénieurs aujourd'hui. Du coup, on a eu un besoin de capitaliser des connaissances. Et aujourd'hui, on va vous présenter cette catégorie, c'est les chatbots sages. Le premier exemple, c'est bureau d'études. Je laisse Anne présenter ce. Donc on travaillait depuis plusieurs années en fait avec nos collègues de l'ingénierie nucléaire pour capitaliser leurs connaissances, donc comme disait Idriss, sur des technologies qui sont plus enseignées aujourd'hui, parce que nos centrales ont une longue durée de vie. Et donc on avait fait des traditionnelles fiches de capitalisation des connaissances et on s'est dit ce qui est intéressant c'est de les exploiter dans un dialogue. Donc en IA, le dialogue c'est si alors sinon. Donc si vous rencontrez telle chose ou si vous êtes dans telle configuration, alors vous devez faire telle autre chose et sinon c'est autre chose à faire. Et comme ça vous pouvez avoir une longue arborescence décisionnelle. Et donc au début on s'est dit on va utiliser un serveur vocal et puis mettre ça à disposition des gens pour éviter justement de surcharger les experts du bureau d'études qui se trouvaient noyés sous les demandes récurrentes. Et on s'est aperçu que l'expert vocal finalement dérangeait un petit peu tout le monde s'il était mis sur le poste des ingénieurs parce qu'ils ont demandé à avoir ce service sur leur poste. Et donc on s'est tourné vers nos collègues de l'IT pour qu'ils travaillent avec nous et avec les experts pour développer justement ces chatbots de transmission des connaissances des experts. Ce qui était quand même assez nouveau parce que jusqu'à présent on ne l'utilisait pas ainsi. Ce sont des chatbots assez compliqués parce qu'on essaye de cerner donc le cas dans lequel se trouve la personne. Les configurations sont très compliquées. Donc il s'agit de préciser ça au fur et à mesure, de poser des questions, de donner des tas d'éléments de réponse, des documents, des schémas, etc. Et puis, à la fin, la personne, elle a sa réponse juste en fonction du cas. Donc, ça ne remplace pas les experts, ça ne remplace pas les documents, ça les complète. Donc, c'est préalablement, il y a effectivement une formalisation sous forme de documents, parce que ces documents-là sont validés. C'est pas le chatbot qui va inventer des solutions, comment raccorder son électrovanne, etc., etc. Voilà. Et donc ça nous a donné l'idée effectivement de ces chatbots que mes collègues ont appelés les chatbots sages. Et ensuite, quand nos collègues experts en fonctionnement a commencé à capitaliser avec un collectif de collègues
ses connaissances avant de partir à la retraite, et bien effectivement, on lui a donné l'idée de réutiliser ce même type de technologie. Donc c'est le transparent suivant. Et je dois dire que ça rencontre vraiment un certain succès. Alors il y a juste un petit bémol, il faut faire attention effectivement à bien formaliser préalablement ces connaissances qui sont assez complexes. Je vais vous présenter le deuxième exemple de chatbot de capitalisation de connaissances. Alors, on l'a appelé, il s'appelle Symbot, c'est le chercheur virtuel. Aujourd'hui, pourquoi déjà ce chatbot? On a remarqué un étranglement de pyramidage, 35 ans, 50 ans dans un département R&D. Aussi, les jeunes chercheurs, ils changent de poste tous les 5 ans. Et aussi, il y a un chercheur qui part bientôt à la retraite. Du coup, on a décidé de mettre en place ce chatbot qui va capitaliser les connaissances dans un premier temps de cet expert qui part à la retraite. Les connaissances, c'est tout ce qui est réseau de partenaires, l'historique des projets, c'est toutes les connaissances et les conseils de l'expert. L'avantage de ce chatbot, premièrement, il permet de capitaliser ses connaissances. Deuxièmement, il permet de rendre l'information accessible aux jeunes chercheurs, et aussi il permet de faciliter la mise à jour de ces connaissances. Voilà. Le troisième exemple, c'est avec Framatome. Aujourd'hui, quand il y a une alerte sur un composant, l'intervenant de maintenance, il est obligé d'appeler un expert et ensuite chercher dans une base de données le document qui peut l'aider à régler le petit problème. Du coup, cette procédure, ça prend du temps. Aujourd'hui, on a décidé de capitaliser la connaissance des experts dans le chatbot. Ainsi, l'intervenant, il va parler au chatbot et il aura directement le document qui va l'aider à régler son problème. Et pareil, ce chatbot il va permettre aussi de mettre à jour facilement la base de connaissances et la rendre accessible à tous les intervenants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, pour les perspectives, en concernant les chatbots, aujourd'hui on est en train de mettre en place un métabot. C'est un bot qui va contenir tous les chatbots qu'on a développés et qu'on développera. Et ce sera le seul point d'entrée des salariés EDF. Et le salarié EDF, il pose sa question, il sera redirigé vers le bon chatbot et vers la bonne réponse. Deuxième chose, aujourd'hui on a remarqué que dans les centrales nucléaires, les ingénieurs sont occupés par les deux mains. Du coup, on essaye de mettre en place une interface vocale pour communiquer avec le chatbot. Troisième point, on essaye de faciliter l'analyse des conversations en échec du chatbot. Aujourd'hui, par exemple, le chatbot de support client, on peut avoir par jour des milliers de conversations. Et par exemple, on peut avoir une centaine de conversations en échec. Et sur une semaine, on peut se retrouver avec énormément de conversations en échec. Les métiers, derrière, ils vont analyser ces conversations en échec pour pouvoir alimenter le chatbot. Et c'est une tâche difficile. Du coup, nous, on essaye de développer une brique qui va les aider à catégoriser les questions non comprises par le chatbot. Ainsi, eux, derrière, ils peuvent faire des questions et réponses faciles. Hors chatbot, dans notre pôle IA, on propose aussi une offre de services de traitement automatique de langue. Nous avons réalisé plusieurs projets en traitement du langage naturel. Du coup, aujourd'hui, on va récupérer toutes ces briques et on va proposer une offre de service qui va permettre de mettre en place des projets sur 6 mois. 3 mois de développement pour connecter les briques qui sont déjà développées et 3 mois pour l'expérimentation. Autre projet, c'est l'ossérisation des documents. On a commencé, c'est notre premier projet, et pareil, on va essayer de développer plusieurs briques et ensuite préparer une offre de service pour les métiers EDF. Je te laisse finir.
Et donc ce que disait Idriss, c'est qu'effectivement ce qui nous intéresse, c'est une chaîne intégrée, en fait. Hein. Vous voyez un certain nombre d'outils qui collaborent et qui, déjà depuis le départ, mais aussi différentes technologies, appeler des documents, l'océrisation, le chatbot, d'autres techniques d'intelligence artificielle, effectivement, qui sont aussi utilisées à EDF et dont vous avez parlé. Alors, je vais lancer par une question. Parce que là, on a parlé de conversation. Jusqu'à maintenant, c'est une façon plutôt conversation en tapant sur un chatbot. Enfin, pas en tapant dessus, mais en tapant sur le clavier, bien sûr. Et clairement, on voit que dans le grand public, on a Alexa, Google Boîte, etc., qui, eux, proposent de parler. Donc ma question, c'est, à la limite, ça va à peu près vers la conscience. Et on parlera avec une machine qui lui répondra avec l'expert si on veut lui tirer les verres du nez. Il lui dira qu'est-ce que tu penses d'eux? Il répondra et hop, la machine comprendra. Alors est-ce qu'on y est bientôt? Est-ce qu'on n'y est pas du tout? Est-ce que c'est dans vos réflexions, dans les 5 ans, 3 ans? Ou est-ce que c'est vraiment de la science-fiction future? Je vais juste dire qu'à EDF, on parle un langage très très technique. Donc si vous voulez, notre première préoccupation est que notre système d'IA comprenne de quoi on parle. Hein, quel type de turbine, quel type d'électrovanne. Voilà. Après, effectivement, quand on a mis en service le prototype, nos collègues sont bien amusés. Mais là, je ne vais pas vous dire le type de questions qu'ils ont posées. Pour compléter, ouais, bien sûr, il y a des, sur le marché, il y a des offres de chatbots qui sont super intelligents, et même il y en a qui apprennent automatiquement, mais ce n'est pas notre choix. Pourquoi? On ne veut pas un chatbot qui apprend automatiquement ou super intelligent. On n'a pas besoin d'un chatbot super intelligent pour répondre à notre besoin. Notre besoin, c'est de permettre de répondre à des questions récurrentes. Du coup, on n'a vraiment pas besoin d'un chatbot super intelligent, et surtout on a besoin d'un chatbot avec un apprentissage maîtrisé. On a des conversations et on l'alimente. Bon. On ne veut pas d'un chatbot qui invente des choses, hein. C'est clair. Hein. C'est qu'il fasse ce qu'on lui a demandé. Question là, ça. Merci, Olivier Ventador, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. J'avais 2 questions, notamment sur les projets IA. Quand j'étais étudiant, on avait des cours de Lisp. Thomas, on se connaît un petit peu. Tu m'avais expliqué qu'en fait, chez Golem, vous aviez opté pour un langage open source. Je voulais savoir chez EDF, est-ce que vous avez fait le même choix? Parce que ça peut être aussi stratégique, hein, vous avez des données. Et puis, là encore, il y a quelque chose que j'ai toujours pas compris, il m'arrive d'être un peu lent aussi. Dans la réalité des entreprises, c'est que les données, majoritairement, ne sont pas structurées. Les SI, que ce soit, alors souvent sont segmentés, on a parlé de cluster, mais aussi les entreprises sont formées aussi comme ça. On peut avoir effectivement des systèmes d'information complètement différents, des approches complètement différentes. Et souvent, quand on met en place des projets de KM, la première problématique, c'est de structurer les informations pour gagner du temps, finalement, pour aider ces chatbots à aller plus vite. Mais en fait, c'est des projets titanesques qui coûtent très cher. Est-ce que vous, chez EDF, et est-ce que chez Golem, comment vous avez réussi à traiter en temps réel ces données non structurées en données compréhensibles et donc pertinentes pour la machine, ou au contraire, vous avez la baguette magique et à partir de données complètement hétérogènes, vous arrivez à en faire quelque chose de façon dynamique et structurée. Alors, chez EDF, la plupart des métiers, effectivement, ils ont des données non structurées, ils ont des données sur différents sites ou différentes bases. Au début, nous avons commencé avec... nous, déjà, on travaille avec une start-up française. On ne se base pas sur l'open source. Au début, nous avons fait un benchmark et nous avons travaillé avec IBM sur un exemple. Et effectivement, IBM nous permettait d'avoir des documents non structurés, de l'information non structurée. Et automatiquement, leur intelligence extrait des questions et des réponses. Mais on s'est rendu compte, c'est intelligent, c'est bien, mais on s'est rendu compte qu'on perd la connaissance.
C'est leur algorithme qui a la connaissance. On ne peut pas récupérer les questions-réponses, nous. Du coup, on a changé de solution. Nous travaillons avec une start-up française. Et je ne sais pas si j'ai le droit de dire, parce qu'on est en appel d'offres. Ouais, c'est ça. Du coup, avec cette start-up, l'avantage de cette start-up, c'est qu'elle nous permet de... Il y a un travail de plus, c'est pas comme IBM, il y a un travail de plus, c'est structurer les informations. Du coup, nous, on propose des sessions de cadrage avec les métiers pour les aider à structurer les informations qu'ils ont pour les implémenter dans le chatbot. Du coup, il y a du travail de plus, mais l'avantage, on peut récupérer toute notre base de connaissances si, par exemple, on change aujourd'hui ou demain la solution. Parce que nous dans notre pôle, on ne propose pas la solution du start-up, c'est une offre de service. Et derrière, c'est des solutions qui peuvent changer. Genre, en 2 ans, il y a une nouvelle solution qui sort et qui propose un meilleur solution. Du coup, on va changer la solution derrière. On a besoin de récupérer nos informations. J'espère que j'ai répondu. Quand on parle des données dans l'entreprise, il faut être assez méticuleux sur de quelles données on parle, parce qu'il y en a absolument partout. Les emails, les documents, les bases de données SQL, etc. Et faut se poser la question à quoi on s'intéresse. Par exemple, si on cherche à avoir une base documentaire avec laquelle on veut discuter, disons par un chatbot, c'est pas du tout la même problématique que si on veut, par exemple, interagir avec une base de données ou interagir avec des objets connectés ou des choses comme ça. Il y a un cas dans lequel on accède à de l'information non structurée, et il y a le cas où on interagit avec des logiciels informatiques. Quand on interagit avec des logiciels informatiques, nécessairement à la fin, il faut de l'information structurée. Donc ce cas, par exemple, de créer de la conversation à partir de documents qui sont non structurés, par exemple à partir d'une documentation, poser la question à partir de quelle taille d'objet on peut arriver à considérer ça comme une turbine, etc. Des questions de ce genre-là. Ça, être capable de générer des questions-réponses autour de ça, c'est une problématique non structurée vers non structurée qui est toute particulière. En revanche, quand par exemple on veut actionner une turbine, j'aime bien le cas de la turbine, hein, je le reprends, ça me plaît assez. Quand on veut actionner une turbine, il y a non seulement sa catégorie, mais il y a aussi son nom, son positionnement, il y a une localisation, il y a un état dans lequel on veut accéder, et tout cet ensemble d'informations-là, il n'est pas non structuré, il est très fortement structuré et typé. C'est-à-dire qu'il y a un identifiant en base de données, et qu'il faut à un moment donné aller le récupérer. Donc il y a bien 2 choses. Il y a l'information dont on a besoin pour analyser le langage, et il y a l'information à laquelle qu'on obtient une fois l'analyse faite. C'est-à-dire que par exemple, quand on pose la question de quel est donne-moi mes 10 meilleurs clients dans tel pays selon tel critère, à un moment donné il faut formaliser la liste des pays, bon ça c'est pas compliqué, mais il y a aussi la liste des critères, peut-être la liste des contrats qui ont pu être renouvelés ou non, etc. Ça c'est une première étape. Cette information-là, en fait, surprenamment, on la trouve, en fait, elle n'est pas si souvent absente. Effectivement, des fois, il y a des ateliers de cadrage, c'est important, mais il y a des Excel qu'on va copier, il y a des CSV, des choses comme ça. Et dans un deuxième temps, il y a l'information à laquelle on accède, qui là, par exemple, c'est plutôt des bases de données plus ou moins structurées, des bouts d'informations qu'on va aller chercher dans des documents, et ça, c'est une seconde étape. En fait, c'est pas la donnée qu'on structure, c'est la donnée à laquelle on accède, qui peut être un peu moins structurée, c'est moins grave. Pour compléter, nous, notre objectif, c'est vraiment de montrer aux métiers, à partir des ateliers de cadrage, comment structurer leurs données et leur transférer toutes les compétences. Nous, on commence à développer le chatbot avec eux, mais après, on leur donne la main sur le chatbot. C'est eux qui gèrent la maintenance de leur chatbot. Oui. Juste dans le prolongement des questions qui viennent d'être posées, si on élargit le champ d'investigation d'un agent conversationnel, on se heurte à toute la complexité humaine et de nos activités respectives. Et lorsqu'on fait le test avec un petit appareil comme celui-ci, on sait bien que si on sort des quelques centaines de questions qui ont été prévues par un Siri ou un Google, immédiatement le relais est fait sur Internet. C'est bon, j'ai rien compris, mais je vais demander à Internet, peut-être qu'ils vont vous trouver la solution. C'est pas si bête que ça de faire ça. La question que j'ai à vous poser, c'est avez-vous songé justement dans vos projets respectifs à combiner les 2 approches? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un besoin de questions-réponses sur tout ce qui va être cadré, relativement cantonné, avec l'expertise qui va bien, et à un moment donné, il faut ouvrir la fenêtre, il faut ouvrir à tout le reste, et un moteur de recherche est une option, des moyens plus applicatifs et plus précablés sur d'autres applications en est un autre, mais avez-vous imaginé cette ouverture
comme une suite de votre projet ou comme un élargissement du service rendu à vos utilisateurs? Alors, aujourd'hui, dans les chatbots qu'on a mis en place, on fait déjà ça. Par exemple, on a des chatbots pour répondre à des questions bureautiques. On a déjà des questions-réponses sur la barre de recherche d'un support interne. Du coup, on va juste, quand le chatbot ne comprend pas la question, on va le connecter à la barre de recherche de ce support et il sera redirigé vers sa réponse. Et aussi, on peut le connecter à la barre de recherche de Google, on peut même faire connecter à des API, par exemple la météo. Si quelqu'un pose la question « c'est quoi la météo à Lyon ?», ben, on est connecté à des API de météo, il aura sa réponse. Et aussi, on connecte aussi à des outils de ticketing. Par exemple, si le chatbot n'a pas de réponse, l'utilisateur n'est pas satisfait, eh ben, il sera connecté directement à un outil de ticketing, il va créer un ticket et le chatbot va envoyer le ticket automatiquement au support. Juste une phrase, je partage cet avis-là, il faut plutôt gérer vers des choses qui sont adaptées. Juste ne pas confondre les assistants conversationnels généraux, qui sont tout ce qu'on peut voir des GAFAMI, et ceux qui sont spécialisés pour des métiers, auquel cas l'absence de capacité à répondre ne sera pas redirigée de la même manière. Ce n'est pas les mêmes objectifs in fine. Merci. Mais du coup, merci beaucoup. Et nous allons pouvoir passer à la conclusion.